il est 7h à Bamako. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, Dr Choguel Kokala Maïga, désormais ancien Premier ministre du Mali, un décret présidentiel a mis fin hier soir aux fonctions du Premier ministre et de son gouvernement. Les détails dans le début de ce journal. 400 jeunes sont désormais outillés à la création et gestion de l'entreprise ainsi qu'à la production du plan d'affaires. C'est un programme de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, en partenariat avec la mairie du district de Bamako sur financement du gouvernement luxembourgeois. La page judiciaire est consacrée au blanchiment des capitaux qui a pour but de dissimuler l'origine des fonds, permettant ainsi aux criminels d'en profiter sans attirer l'attention des autorités. Phénomène très complexe que nous essayerons de comprendre avec Garibou Pérou. Et l'actu des sports, football Coupe du numérique 4e édition, les matchs de poule se poursuivent, mais malheureusement l'équipe de l'ORTM a été battue par celle de l'AGFO. Sur le continent, l'actualité est dominée par la qualification de l'Afrobasket 2025. Cette fenêtre se joue à Dakar et les Aigles du Mali connaissent déjà leur programme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Mali se réveille aujourd'hui sans gouvernement. Dr Choguel Kokala Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Il avait été nommé en juin 2021. Après 3 ans et 5 mois à la primature, un décret présidentiel lu hier soir sur nos antennes par le secrétaire général de la présidence met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement. Suivant ce décret présidentiel lu ici par le secrétaire général de la présidence, Alfousseni Diawara, au micro de Nyanya Aliou Traoré. Décret numéro 2024-0656 PTRM du 20 novembre 2024 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés. Numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Voilà, c'était hier soir donc sur nos antennes. À l'instant, le secrétaire général de la présidence, Alfousseni Diawara. Autre actualité, le président du Conseil national de transition, le général Maliki Diao, a reçu en audience hier le représentant résident du PNUD au Mali. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire le point de la collaboration entre le CNT et le PNUD, collaboration qui est au beau fixe au regard de l'accompagnement du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement, le Conseil national de transition sont dans la dynamique de renforcer leur collaboration. Écoutons Malaï Diop, représentant résident du PNUD au Mali. Il est au micro de Tamsir Diabaté. Un des mandats du PNUD, c'est l'appui à la gouvernance, aussi bien politique, économique, administrative que locale. Et à ce titre, nous accompagnons le CNT depuis un certain nombre de temps pour le renforcement des capacités du CNT, pour l'aider bien mener son mandat, qui est un mandat de suivi et de contrôle de l'action gouvernementale, de suivi des politiques publiques. Pour ce faire, depuis quelque temps, avec l'agenda des réformes, le PNUD a développé un programme d'appui au CNT. Quels sont les défis, quels sont les succès, comment pour renforcer les défis, à transformer les défis en succès et vraiment renforcer cette collaboration-là. J'ai été agréablement surpris parce que le président du CNT a encore une fois apprécié l'accompagnement du PNUD qui a permis au CNT de faire passer un certain nombre de lois, dont le dernier en date qui est la loi sur le code de procédure pénale, avec
sur laquelle nous avons travaillé depuis le début avec le ministère en charge de la justice. Et nous avons aussi discuté d'autres chantiers nouveaux qu'on pourra démarrer. Interrogé donc par Tamsir Diabaté, s'exprimait à l'instant Malay Diop, représentant résident du PNUD au Mali. Je vous l'annonçais dans les titres. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a présidé la cérémonie de fin de formation à l'endroit de 400 jeunes. Ces jeunes ont été donc initiés à la création et gestion de l'entreprise ainsi qu'à la production du plan d'affaires. C'est un programme de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ en partenariat avec la mairie du district de Bamako sur financement du gouvernement luxembourgeois. Seydou Traoré. Les 400 jeunes bénéficiaires de la formation sont venus des communes de Kati, de Bakineda, de Wenzendougou, dans la commune de Mandé et du district de Bamako. Ils ont désormais les outils nécessaires dans la gestion d'entreprises, la transformation agricole, le maraîchage, le commerce d'intrants, entre autres. Kadia Koni, porte-parole des jeunes. Nous avons appris beaucoup de choses, telles que la création d'entreprises, la gestion d'entreprises, l'éducation financière et la compétence de vie. Les 2 semaines de formation ont été possibles grâce au partenariat entre la mairie du district de Bamako, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ et l'Agence luxembourgeoise de coopération et de développement LuxDev, une union des forces pour faire face au chômage des jeunes. Mariam Gambi, représentante de la délégation spéciale de la mairie du district. Les axes de cette coopération sont articulés aux besoins de priorité sectorielle du plan de développement de la méga-collectivité de Bamako. Il s'agit notamment de la réalisation du bilan de compétences de 1000 jeunes, la formation en entrepreneuriat de 400 jeunes avec un accompagnement, le soutien de 800 exploitations agricoles et à 250 micro, petites et moyennes entreprises. Kamara Myrialte Emoult, représentante du LuxDev Mali. Nous sommes heureux aussi, depuis plus d'une année, d'avoir pu découvrir et travailler avec le district de Bamako. Vous avez reçu des clés pour votre réussite. Tout ne sera pas tout rose dans votre entreprise, mais soyez convaincus que vous avez les compétences pour réussir. Avec cette formation de 400 jeunes en entrepreneuriat, LuxDev, à travers ses différents programmes, montre sa volonté continue de se tenir aux côtés du Mali. Un accompagnement en phase avec les orientations du département en charge de l'entrepreneuriat. Bakayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Pour mon département, il s'agit avec ses partenaires de contribuer à l'amélioration continue de l'insertion professionnelle des jeunes de Bamako et de sa périphérie dans les filières agricoles appuyées par les programmes, d'informer sur les opportunités d'accompagnement et sur les opportunités d'emploi, auto-emploi ou emploi salarié dans les filières agricoles. Au sortir, les jeunes ont sollicité l'assistance du ministre en charge de l'emploi pour le financement de leurs projets. À noter que la formation s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et en marge du Salon national de l'emploi. AES, actualité. Dans l'espace AES, nous déposons d'abord nos valises au Burkina Faso. Dans quelques mois, une centrale photovoltaïque verra le jour à Ouada, dans la commune rurale de Banin. La cérémonie de lancement des travaux s'est effectuée à travers la pose de la première pierre. La mini-centrale de 300 kW va coûter plus d'1 milliard de francs CFA, ce qui marque le démarrage d'un gigantesque projet dont la composante 2 est axée sur l'installation de solutions d'alimentation hors réseau et qui ambitionne de fournir de l'énergie propre à 300 villages des pays membres de l'autorité du Liptako-Gourma, qui regroupe bien sûr les pays de l'AES. Plus de précisions avec Hassan Gebré de la radio du Burkina. Le projet d'appui à l'électrification rurale par système solaire dans la région du Liptako-Gourma se concrétise avec la pose ce 16 novembre de la première pierre de la centrale photovoltaïque de Ouada dans la commune de Bané. Cette infrastructure, qui sera bâtie sur un demi-hectare environ, traduit l'engagement des États membres de l'autorité de Liptako-Gourma et de ses partenaires à fournir de l'énergie électrique propre et durable aux zones rurales. Dadier Sissé, représentant le secrétaire général de l'autorité du Liptako-Gourma. Sans électricité, même la téléphonie aujourd'hui qui est devenue indispensable, devient très difficile par défaut d'électricité. Donc il y a les activités génératives de revenus qui peuvent être développées
dans le domaine de la santé, dans le domaine de la communication. Donc on a pensé à tout ça pour que ce projet puisse être mis en œuvre dans ce village afin de soulager la population et d'amorcer un développement. La future centrale de Ouanda d'une puissance de 300 kW crête avec réseau de distribution va coûter $1 700 000 US, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Son financement est assuré par l'Agence suédoise pour la coopération et le développement international ASDI. Geneviève Lefebvre, chef de bureau UNOPS au Burkina Faso. L'UNOPS a été mandaté par l'ASDI, qui est l'agence de coopération suédoise, pour faire les études au niveau de l'ALG, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et pour décider et faire le design de mini-centrales électriques rurales. Donc ce sont des mini-centrales qui sont alimentées par des panneaux solaires et dont l'énergie est stockée dans des batteries, ensuite distribuée sur environ 1000 connexions par village. Un projet longtemps attendu et qui réjouit ici autorités locales et populations bénéficiaires présentes à cette cérémonie. L'entreprise en charge des travaux dispose de 9 mois pour l'exécution du marché. Au total, 300 villages, dont 100 par pays, vont bénéficier de ce projet évalué à 78 milliards de francs CFA. Nicolas Sorgo, Tenkodogo, RTB. Ouverture hier à Niamey d'une conférence de solidarité avec les peuples du Sahel sous le thème « Pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié avec les peuples ». Il s'agit à travers ces assises d'apporter un soutien aux peuples du Sahel dans leur combat pour la souveraineté. C'est le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen qui a présidé l'ouverture des travaux. On en sait plus avec Mahamadou Garba de la radio du Niger. Niamey, capitale du panafricanisme, accueille des dirigeants des mouvements progressistes, des organisations syndicales, des acteurs politiques de gauche, d'Afrique, de la diaspora et d'ailleurs, dans le cadre de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel, du 19 au 24 novembre 2024. Placée sous le thème « Pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples », cette conférence internationale de Niamey est l'initiative de l'Organisation panafricaine de l'Afrique de l'Ouest WAPO et de Panafricanism Today. Philippe Toyo Nujum, président de WAPO. Vous êtes d'autant plus louable et admirable que cela se réalise en période de guerre, une guerre d'agression contre vos pays respectifs. En clair, vous déchirez le pacte colonial et posez les pas pour le recouvrement du droit et de la liberté de produire chez vous. Pour Abdraman Oumarou, président de Urgence panafricaniste, les acteurs nigériens doivent s'inspirer de ces leaders anti-impérialistes pour mieux défendre leur pays. Nous sommes désormais une capitale reconnue mondialement pour la lutte, pour la résilience et surtout nous avons aujourd'hui des autorités qui ont pris une ligne souverainiste et qui va dans l'option d'aller vers un monde multipolaire. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zen. De grands bouleversements se produisent sous nos yeux et ce qu'il se passe au Sahel doit faire l'objet de sérieuses réflexions en cours de nos travaux. En effet, l'unipolarité qui a caractérisé les rapports entre les nations depuis 1989, année de la chute du mur de Berlin, fait place à un monde multipolaire qui remet en cause toute hégémonie dans les relations internationales. Au Sahel, notre ambition et de construire la paix afin d'exploiter les nombreuses ressources. Notons enfin que des panels seront organisés tout au long de cette conférence, avec des visites terrain pour échanger directement avec la population. Actualité internationale à présent, commençons par l'Ouganda. 4 jours après son arrestation au Kenya et son extradition dans des circonstances controversées, l'opposant historique ougandais Kizza Besigye a comparu devant une cour martiale de Kampala hier qui lui a signifié les charges retenues contre lui. Celui-ci est notamment accusé d'atteinte à la sécurité nationale et d'activités subversives à l'étranger visant à déstabiliser l'Ouganda. Ils sont au nombre de 4, tous en lien avec des questions relevant de la sécurité nationale. Centrafrique, Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra veulent renforcer la coopération sécuritaire. Le Kremlin avait prévenu hier dans la matinée que Vladimir Poutine aurait des conversations avec des leaders internationaux. Le chef de l'État russe a donc échangé avec son homologue centrafricain, Faustin. Au menu des discussions, il y avait le renforcement donc de la coopération sécuritaire Bangui-Moscou.
Guerre à Gaza. Dans l'actualité, les États-Unis ont empêché hier le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Washington met un nouveau veto en soutien à leur allié israélien dénoncé avec force par les Palestiniens. De son côté, l'autorité palestinienne a jugé que le veto américain encourage Israël à poursuivre ses crimes contre des civils innocents en Palestine et au Liban. Les Palestiniens plaidaient en effet pour une résolution dans le cadre du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui permet au Conseil de prendre des mesures pour faire appliquer cette décision, par exemple avec des sanctions, ce qui n'est pas le cas. Vous l'aurez compris, à 7h passées de 15 minutes, nous sommes en plein pied dans la page des sports. Et bien, il sera question de la leçon du sport du jour. Et cette leçon nous parle des sanctions en handball. Mais d'abord, football, Coupe du numérique, 4e édition. Les matchs de poule se poursuivent. L'équipe de l'ORTM a été battue par celle de l'AGEFO. Et sur le continent, l'actualité est dominée par la qualification de l'Afro-Basket 2025. Cette fenêtre se joue à Dakar et les Aigles du Mali connaissent déjà leur programme. On voit tout cela avec Abdul Karim Kaba. Basketball. Pour la qualification à l'Afro-Basket 2025, le programme des Aigles est connu. Pour cette fenêtre de qualification, les Aigles basketteurs joueront 3 matchs. D'abord contre la RD Congo demain vendredi à 15h GMT. Le lendemain samedi, le Mali sera face au Soudan du Sud à partir de 12h. La dernière rencontre des Aigles, ce sera contre l'Égypte dimanche, toujours à la même heure, c'est-à-dire 12h GMT. Cette sélection est dirigée par le directeur technique national de la Fédération malienne de basketball, à la personne de Aladji Diko. Ce tournoi de qualification à l'Afro-Basket 2025 se joue à Dakar, au Sénégal. Et les Aigles du Mali sont sur place depuis lundi dernier, après avoir effectué à Bamako une séance de préparation pour la mise en jambe et pour renforcer la cohésion et les différentes techniques d'attaque et de défense. Football à présent pour parler de la Coupe du numérique, 4e édition. Les matchs de poule se poursuivent. L'équipe de l'ORTM a été battue par celle de l'AGEFO. Score final 4-2. Après 4 matchs sans victoire, avec 2 nuls et autant de défaites, l'équipe de l'ORTM est presque condamnée à gagner les 2 dernières journées de cette 4e édition de la Coupe du numérique. À présent, la leçon de sport du jour. Pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les sanctions en handball. À la différence de beaucoup de sports de main, le handball reste un des sports complexes avec des règles colorées. Isaac Tinou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées. Des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Baïga, entraîneur de handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la 3e entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais, nous explique Amadou Baïga. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ses joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, 1 avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Chronique judiciaire. Reprimé dans l'article 7 de la loi du 17 mars 2016 relative à l'incrimination du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux est un concept connu de longue date, mais l'emploi de la terminologie dans le domaine de la justice est récent. Très proche du financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux a pour but surtout de dissimuler l'origine des fonds, permettant ainsi aux criminels d'en profiter sans attirer l'attention des autorités. Phénomène complexe, le blanchiment de capitaux avec ses répercussions négatives représente
Un défi majeur pour l'économie mondiale. Garibou Pérou essaye de blanchir cette affaire judiciaire. Mafia, fraude fiscale, délinquance financière ou encore corruption, l'argent sale ainsi obtenu est placé puis dispersé dans les systèmes via des montages complexes. En injectant dans les circuits bancaires ou dans l'économie réelle les fonds provenant d'une infraction pénale, on fait disparaître leur origine illicite. L'argent qui était sale se trouve complètement blanchi. Professeur agrégé en droit privé, Boubou Keïta de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Au Mali, on a adopté le 17 mars 2016 une loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lorsqu'on regarde cette loi en substance, on voit que l'auteur de l'infraction va utiliser par exemple un système pour faire disparaître l'origine illicite des fonds. Donc c'est des fonds qui sont entre guillemets sales qu'on va blanchir à travers les opérations qu'on va réaliser. Criminels ou délictuels, les blanchisseurs de capitaux franchissent les étapes et utilisent diverses méthodes. C'est le cas par exemple du placement avec les prête-noms, des casinos, des jeux de hasard, des sports, des métaux précieux ou des biens de luxe. L'argent passe par plusieurs mains pour éviter le repérage avant d'intégrer dans l'économie réelle. Dans le passé, les blanchisseurs utilisaient beaucoup le système bancaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'immobilier. Parce que les banques sont soumises à des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Ceux qui font ces pratiques-là sont très habiles. Quand vous allez mettre le bien à votre nom, lorsque l'OCLEI fera une enquête, on saura que ce bien-là vous appartient. Et si vous n'arrivez pas à justifier, on peut vous poursuivre pour enrichissement illicite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout cela? On crée une société au nom d'une autre personne, ou bien on va acquérir un bien, qu'il soit immobilier ou mobilier, au nom d'une personne. Donc, ce sont des opérations dites de prête-nom. Réprimé par la loi, le blanchiment des capitaux a un lien avec le financement du terrorisme, laisse entendre professeur Keïta. Les deux sont intimement liés, mais ce sont des infractions différentes. Pour le blanchiment, on va chercher à faire disparaître l'origine illicite des fonds. Maintenant, le financement du terrorisme, ce sont des moyens qu'on va mettre à la disposition des groupes terroristes. Et en pratique, les auteurs de blanchiment sont souvent liés au terrorisme. Parce que ce sont ces acteurs-là qui vont mettre des fonds, des moyens à la disposition des terroristes. Donc c'est pourquoi on a adopté une loi qui incrimine à la fois le blanchiment de capitaux et comme il y a un lien assez fort entre les deux infractions, ils sont traités dans une même loi. Criminalité transnationale organisée, les personnes assujetties à l'obligation de lutter contre le blanchiment des capitaux sont tenues de coopérer et de se doter de mesures plus robustes. Le Mali a créé la CENTIF. Et en pratique, comment ça se passe? Je suis une banque, un client vient me voir pour ouvrir un compte ou pour faire une opération particulière. J'ai des doutes sur l'origine des fonds, mais en tant que banque, je ne suis pas habilité à faire des enquêtes. La loi m'oblige dans ce cas à faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon à la CENTIF. Elle doit dans ce cas saisir le procureur de la République. En matière de blanchiment de capitaux, la loi a prévu des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans et une amende dont le montant pourrait atteindre 3 fois les fonds qui ont été blanchis. On a donné la possibilité aux juges maliens de prononcer des sanctions à l'égard d'une personne morale. Là où on applique une peine d'amende de 1 million à une personne physique, pour une personne morale, ce serait 5 fois cette somme-là. Et en plus de cela, on a donné aux juges de dissoudre une personne morale qui a participé à ces infractions. Donc vous voyez quand même que l'arsenal malien aujourd'hui est assez riche. Complexe, le blanchiment des capitaux prend les formes sophistiquées. C'est ce qui rend aux enquêteurs la tâche plus difficile pour remonter jusqu'à la source de l'argent. Le blanchiment perturbe les normes sociales et nuit donc gravement à la sécurité nationale, voire mondiale. 7h23. Merci Garibou Pérou et grand merci également à Ismaël Diarra qui a bien assuré la mise en onde. Et ce journal, vous pourrez le retrouver sur nos différentes plateformes digitales grâce à la dextérité de Amadisso. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, que vous retrouverez d'ailleurs pour l'édition de 13h. La présente qui s'achève a été présentée par Moussa Papaïdara. Merci à tous pour votre attention. Nos programmes continuent. Moussa Koulibaly se prépare pour les avis et communiqués. Et ensuite, il y aura la page météo. Mesdames, Messieurs, d'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, merveilleuse journée à tous sur le RTM.